Je vous propose de reprendre du coup le démarrage de ce webinaire que on va aborder sur le thème recrutement des jeunes diplômés. Êtes-vous prêts? C'est une vague importante de jeunes diplômés de la période Covid qui arrivent sur le marché, qui s'est transformée, il faut quand même l'avouer. Donc, du coup, entre tensions sur les compétences et renversement du pouvoir entre entreprises et candidats, le processus de recrutement doit évoluer. Alors, à quoi s'attendent les diplômés de cette nouvelle génération? Comment les intégrer en entreprise dans des conditions satisfaisantes? Comment les entreprises doivent-elles se préparer de leur côté? Alors, l'organisation de ce webinaire sera très interactive, avec une quinzaine de slides à exposer, qui est issue d'une étude d'iCIMS. Elle permettra d'alimenter le fil de la discussion au cours de ce webinaire. Voilà, j'espère que la connexion Internet s'est nouveau stabilisée. En tout cas, je vois mon intervenant avec moi, Thomas, qui est là, et je vois qu'il bouge les slides. Donc, c'est rassurant de mon côté, en tout cas. Et je t'entends très bien. Effectivement, Thomas, merci de confirmer que tu es bien là. En plus, Thomas, tu m'aides beaucoup pour cette introduction, puisqu'il y a un slide déjà qui m'aide beaucoup sur les prochaines étapes. Les participants peuvent poser des questions tout au long de ce webinaire sur la partie questions. En sachant que si vous avez eu des difficultés peut-être techniques ou si vous souhaitez revoir l'intégralité de ce webinaire, vous aurez accès à ce replay sur la chaîne YouTube de RH Matin à partir de la fin de ce webinaire. A priori, l'ensemble de la session sera disponible en vidéo à la demande. Et une petite précision également, l'étude qui va être présentée par iCIMS sera aussi accessible par email. Il suffit que les participants demandent l'accès à cette étude pour que nous nous chargeons de l'envoi. Une petite précision aussi pour l'animation de ce webinaire. On va se réserver à la fin de cette session une dizaine de minutes pour répondre aux questions et aux réponses, aux questions et qui sont liées naturellement au thème de ce jour, c'est-à-dire le recrutement des jeunes diplômés. Alors, je vais finir par me présenter. Je m'appelle donc Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin, également en charge de la partie tech de Newstrank RH. Notre intervenant du côté d'iCIMS, c'est Thomas Bourson, qui intervient en qualité de Senior Marketing Manager pour iCIMS. Thomas, donc bonjour. Bonjour Philippe, merci pour cette introduction et bonjour à tous. Donc oui, Senior Marketing Manager France chez iCIMS depuis 2 ans, dans le monde des RH depuis un petit peu plus de temps, mais en tout cas chez iCIMS depuis 2 ans. Merci Thomas, tu vas pouvoir nous présenter un peu plus l'ensemble des activités iCIMS. Les principales séquences de ce webinaire, on commencera justement par la présentation des activités d'iCIMS, suivra ensuite une synthèse de l'étude iCIMS que l'on va décortiquer avec plein d'enseignements et donc on finira comme indiqué par une session de questions-réponses qui sera assez libre. Thomas, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec notamment, pour commencer, la présentation des activités d'iCIMS. Oui, tout à fait. Quel est le positionnement de ta société? Donc en fait, oui, on a décidé aussi de présenter iCIMS qui est présente sur le marché français depuis 2 ans. On est un éditeur de logiciels de recrutement dont la solution centrale est vraiment l'ATS, le logiciel de suivi de candidature. C'est vraiment notre élément phare, notre solution phare chez iCIMS. L'ambition d'iCIMS, c'est de donner la possibilité et les moyens aux recruteurs d'attirer, d'engager, donc d'échanger, de recruter et de développer les meilleurs talents grâce à notre plateforme qui s'appelle la Talent Cloud. Notre particularité, c'est qu'on est une solution qui est de bout en bout, donc c'est-à-dire du début du parcours de candidature jusqu'à l'entrée des talents dans l'entreprise et jusqu'à leur mobilité interne. Donc c'est une plateforme qui est constituée de
beaucoup de solutions. Comme je le disais, donc l'élément phare, c'est l'ATS, mais on a également la possibilité d'offrir des sites carrières, de proposer des solutions d'onboarding, des solutions de vidéos de marque employeur qui sont un petit peu différentes de celles qui sont faites par des agences, des agences médias. Là, c'est directement les collaborateurs en fait qui parlent de leur position dans l'entreprise. Et qui font alors c'est souvent des selfies, mais qui expliquent en fait les bénéfices pour travailler, de travailler dans une entreprise. Je vous invite à aller voir le site, par exemple, le site carrière d'AstraZeneca, où vous verrez des exemples de vidéos de marque employeur gérées directement par les collaborateurs. En part de marché, donc iCIMS, c'est le numéro 1 parmi les solutions de recrutement. On compte environ 4000 clients dans le monde et notre plateforme est utilisée par 2,4 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est un chiffre fort qu'on aime bien rappeler parce que c'est quand même assez impressionnant et important. Et on a évidemment une forte implantation aux États-Unis. C'est le berceau d'iCIMS dans les États-Unis. Et depuis maintenant 4 ans, on est présent en Europe. Alors d'abord au UK et maintenant en France. Alors Une des justement, parties... Thomas, comment Ouais. s'est passée la jonction avec le marché français? Comment iCIMS est arrivé en France? Alors c'est assez simple en fait. iCIMS est arrivé en faisant de la croissance externe, en rachetant une entreprise bien connue du marché français qui s'appelait EasyRecruit. Donc c'était une startup qui était le leader européen de l'entretien vidéo différé. Et en fait, en novembre 2020, donc iCIMS a racheté EasyRecruit pour pénétrer le marché français et puis pour s'intégrer sur le marché français. iCIMS était déjà présent au UK, mais voilà, pour intégrer le marché français, iCIMS est arrivé en rachetant EasyRecruit. Et donc maintenant, les collaborateurs anciennement d'EasyRecruit sont sous le pavillon iCIMS en France. Et donc voilà comment s'est fait l'arrivée d'iCIMS sur le marché français. Il y a aussi une chose que je voulais préciser en fait sur iCIMS, c'est que il y a beaucoup d'acteurs en fait qui proposent des logiciels de suivi de candidature sur le marché alors français et mondial évidemment. Une des particularités qu'on a chez iCIMS, c'est d'avoir une data qui est très importante grâce à une base de données clients, comme je vous le disais tout à l'heure, de 4000 clients. On a des datas qui sont très importantes chez iCIMS et qui sont vraiment au cœur de la stratégie d'iCIMS. Tous les mois, on publie en fait des rapports sur le nombre de postes ouverts, le temps pour répondre à une candidature, le temps de suivi des candidatures. Enfin, on propose en fait à nos clients des données structurelles et marchés qui sont très importantes pour eux pour prendre des décisions, pour piloter leur recrutement et leur stratégie d'acquisition de talent. Et ça, c'est vraiment une des plus-values de iCIMS sur le marché. Et donc, votre influence est assez importante, hein, puisqu'on voit quelques références clients, d'abord des groupes français, mais qui ont des portées internationales. On peut citer naturellement Téléperformance, hein, connu pour ses centres d'appel, Schneider Electric, qui est aussi l'un des groupes industriels les plus puissants de France et qui a un aura dans le monde, et naturellement Orange Business France qu'on ne présente plus. Tout à fait. Ouais. Ça c'est vraiment. Alors c'était. On a des grosses entreprises comme on le voit sur cette présentation, mais aussi des entreprises de taille un petit peu plus petite, de 1000 personnes, mais jusqu'à des chiffres plus importants. Et donc c'est aussi pour ça que en fait on a voulu en fait accompagner ces entreprises-là, mais aussi les autres, dans l'étude spécifique des attentes des jeunes diplômés. En fait, on a des études qui sont récurrentes chez iCIMS, qu'on fait tous les ans. Et cette étude-là, donc les attentes des jeunes diplômés, c'est la 7e année qu'on l'a fait. Et en fait, ça vient aussi renforcer notre position sur le marché européen, et pour être un peu plus visible et puis pour apporter de la valeur à nos clients et aussi à des personnes qui s'intéresseraient à iCIMS.
Effectivement, Thomas, merci beaucoup pour cette présentation de vos activités. On va passer au cœur du sujet du webinaire avec l'étude que vous allez nous présenter concernant le recrutement des jeunes diplômés. Est-ce qu'on peut avoir des éléments d'abord sur la méthodologie? Ouais, tout à fait. Donc, en gros, c'est une étude qui a été menée alors en parallèle à la fois aux États-Unis et en France avec un petit peu de décalage. Donc, c'était au mois d'avril pour la France, donc du 4 au 27 avril. On a interrogé un petit peu plus de 600 étudiants français, 1000 étudiants aux US, avec une grille de questions, tout ce qu'il y a de plus classique sur cette étude. Et on en a tiré quelques grandes tendances qu'on va partager évidemment dans ce webinaire-là. Et on a également interrogé des professionnels pour mettre en rapport en fait ce que les jeunes attendent et pour voir ce que les RH, professionnels du recrutement, professionnels de l'acquisition des talents, proposent, voient aussi sur leur marché. Donc, c'est des données qu'on pourra mettre en parallèle. L'étude d'aujourd'hui et les chiffres que je vais présenter aujourd'hui sont majoritairement évidemment des chiffres français. Je viendrai mettre quelques touches de comparaison de chiffres américains, mais la majorité des chiffres que je vais présenter aujourd'hui sont des chiffres français, parce que je pense que c'est aussi ce qui intéresse l'audience d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour la précision et puis pour la méthodologie de l'étude. Il faut préciser aussi d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une étude ponctuelle d'Asims. Régulièrement, vous publiez cette étude depuis plusieurs années, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. C'est la septième édition de cette étude-là. Alors les précédentes années, c'était un petit peu plus ce focus sur le marché américain. Mais là, depuis quelques années, le marché européen est représenté, et notamment la France, de manière très importante, parce qu'on a quasiment les deux tiers d'étudiants qui sont français. Donc, c'est plutôt des belles données que je suis ravi de partager ce matin. Et donc, effectivement, cela va nous donner un joli miroir entre la France et les États-Unis. Thomas, je te propose d'avancer sur la présentation de l'étude, mais d'abord, on va commencer sur un exercice de petit sondage flash auprès de notre communauté sur le thème central de notre webinaire. Comment jugez-vous le recrutement des jeunes talents? Donc, a priori, nous devrions avoir un petit module de sondage qui va apparaître. Voilà. C'est ça apparaît. C'est parfait. Donc, je pense que tout le monde l'a sur son écran. Vous pouvez soumettre votre vote. Vous avez 3 options. Et donc, a priori, nous devrions être en mesure de vous restituer le résultat de ce sondage flash auprès de notre communauté. On va laisser un petit peu de temps de réflexion à nos participants qui acceptent de répondre à ce sondage. Et donc, on devrait, a priori, après avoir une petite restitution de ce sondage qu'on va pouvoir un petit peu commenter. Et puis, finalement, ça nous servira de transition pour l'étude beaucoup plus complète, naturellement, qu'Asims a réalisée sur ce thème. Je vois que je peux également participer, d'ailleurs. Les tendances sont assez claires pour le coup. Alors, est-ce que toi, Thomas, de ton côté, tu vois la restitution du sondage? Oui, tout à fait. Je vois que 71% des répondants, pour le moment, trouvent qu'il est plus difficile de recruter des jeunes depuis la période de Covid. Alors je ne sais pas si c'est encore en train d'évoluer, mais là, je suis à 71%. Voilà, plus difficile de recruter des jeunes. Donc, d'où l'intérêt vraiment de parler de cette nouvelle tendance. Alors, nouvelle tendance, on a toujours recruté des jeunes, évidemment, dans les entreprises. Mais c'est vrai que cette génération post-Covid
a subi et a connu des bouleversements, on va dire, qui sont très importants. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux commenter également de ton côté les résultats. Non, effectivement, une large avant majorité de des commencer. votants, à 72%, il est clair qu'effectivement, il paraît plus compliqué de recruter des jeunes avec la crise Covid, et je crois qu'on va pouvoir du coup basculer vers l'analyse de l'étude iCIMS pour rendre compte de ce phénomène plus en profondeur. Oui, donc là Thomas, on commence déjà à avoir des éléments un peu plus complets sur les tendances du recrutement des jeunes diplômés. Ouais, tout à fait. En fait, alors peut-être avant de commencer vraiment de rentrer dans les chiffres et dans cette étude, il faut juste se rappeler en fait que ce qu'a vécu cette génération. Une fin de parcours scolaire, universitaire pour la plupart d'entre eux qui a été totalement inédite, alors qui a été inédite pour beaucoup, évidemment, pour un grand nombre de salariés également, où le à distance s'est imposé. Mais imaginez vos dernières années d'études sans rencontres, sans cours en présentiel, sans soirée, sans animation. Un certain nombre de vies auraient été totalement changées. Donc c'était peut-être le préambule à ça, et aussi pourquoi c'est important en fait de remettre un petit peu l'accent sur cette génération qui va arriver dans les entreprises avec un vécu qui est totalement différent de ce que nous, on a pu vivre quand on est arrivé dans les entreprises il y a quelques années. Le premier constat ici, c'est que les jeunes en fin d'études ou récemment diplômés prévoient de retarder en fait leur rentrée définitive dans le monde professionnel. On le voit, 46% prévoient de faire un stage supplémentaire pour acquérir de l'expérience. 27% prévoient d'obtenir un diplôme en plus. Donc on voit ici qu'en fait, une large partie des jeunes diplômés français estiment, alors à voir s'ils ont raison, mais estiment en tout cas que pour attirer l'attention des entreprises et des recruteurs, une expérience un peu plus importante ou un niveau de diplôme un peu plus élevé va être un avantage pour leur parcours professionnel et leur entrée définitive dans l'entreprise. Il y a peut-être aussi également un chiffre à mettre en parallèle. Donc ça, c'est issu d'une autre étude, d'une étude Monster. C'est que 20% des 18-24 ans, donc c'est vraiment la cible. Là, pour le coup, la cible des jeunes diplômés, les 20% des 18-24 ans se déclarent être peu confiants en fait dans leur quête d'un job. Donc, cette idée de renforcer cette expérience, de renforcer leur diplôme, peut les rassurer un petit peu pour arriver dans le monde professionnel. À titre de comparaison, les 25-34 ans, c'est 9% qui se déclarent peu confiants. Donc, il y a 11 points de différence entre les deux. C'est quelque chose de très important pour cette génération. Ouais, donc il y a vraiment une volonté de renforcer quand même un peu cette courbe d'apprentissage avant de faire le grand bond dans la vie professionnelle. Ouais, c'est exactement ça. Se renforcer, alors soit de manière scolaire et intellectuelle et en expérience, donc universitaire, soit avoir une expérience, un premier début d'expérience professionnelle avant de se lancer dans le grand bain pour avoir des CDI par exemple ou des CDD, mais de vraiment rentrer dans l'entreprise. Alors si on reste concentré sur la première partie du graphique à gauche du coup, c'est vrai que ce qui est assez intéressant aussi dans les réponses, c'est finalement le nombre de participants à l'étude qui souhaitent créer une entreprise à peine sortie de l'école, on va dire, 16%, ce qui est quand même assez important, ou de basculer, voire même en freelance, c'est-à-dire de ne pas passer par la case société, mais finalement de montrer sa propre expertise d'emblée à 14%, c'est quand même assez important. C'est des chiffres qui sont en effet
À retenir, alors pour la précision, les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses dans cette partie-là. On s'était dit que c'était peut-être pas encore sûr, enfin leur décision n'était peut-être pas encore faite, donc ils avaient le choix pour mettre en avant ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils feraient après leur diplôme. Mais sur la partie création d'entreprise et mission ou voyage humanitaire, tu as raison Philippe. En fait, c'est en lien avec toute l'étude. C'est la partie sens qu'on va rappeler dans toute l'étude et qu'on abordera un petit peu plus tard dans cette étude. Mais c'est vrai que la quête de sens est quelque chose de très de central en fait chez les jeunes diplômés. Et peut-être que cette partie mission, voyage humanitaire ou création d'entreprise rentre dans cette catégorie-là où les jeunes diplômés se disent bah, je vais avoir un impact, je vais avoir une quête de sens qui va être vraiment forte lorsque je vais partir en voyage humanitaire, lorsque je vais aider les gens dans une mission humanitaire, ou alors quand je vais être moi-même créateur d'entreprise et que je vais être mon propre patron, en fait. Il y a aussi peut-être ça. Mais c'est vrai que c'est des chiffres qui sont très intéressants aussi à mettre en avant dans cette étude. Oui, c'est finalement, ces enseignements finalement prouvent bien que les jeunes cherchent encore leur repère finalement dans ce nouveau monde. Ils ont différentes options et on peut imaginer effectivement qu'ils peuvent basculer d'une voie à une autre assez rapidement. En sachant qu'il y a quand même une petite proportion qui est assez intéressante à regarder sur les 11% qui veulent s'accorder une année sabbatique après la fin des études, ce qui est quand même assez important. Et ouais, tout 4%, à fait. 4% qui ne veulent rien faire. Donc là, ils ont besoin de souffler. Je ne sais pas ce qu'ils feront pour le coup, ceux-là. Ils ont besoin de souffler, à mon avis, avant de repartir sur le marché du travail. Thomas, je te propose de basculer sur la partie droite qui est assez intéressante d'ailleurs, ce fossé entre la France et les États-Unis sur finalement ces jeunes diplômés qui choisissent finalement une voie différente par rapport à leur enseignement initial. 17% côté France, 47% côté États-Unis. C'est quand même un fossé assez important. C'est vrai que 30 points de différence entre les jeunes Américains et les jeunes Français, c'est assez important. Alors nous, pour être honnête, on ne s'attendait pas à une telle différence. Est-ce qu'on peut faire un cocorico en disant que l'université ou les études post-bac préparent mieux nos jeunes diplômés et nos jeunes à leur emploi? Ou est-ce que en fait on se rend compte que les passerelles entre ce qu'on a étudié en France et un métier qui est un petit peu différent sont un petit peu plus compliquées à saisir? Ça peut être aussi une explication. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait, je sais pas, du commerce et qui voudrait aller dans de la finance, est-ce qu'il pourrait y aller plus facilement? Il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Mais c'est vrai que ces chiffres sont très impressionnants et très durs à expliquer. Je vais être positif en disant que voilà, notre système post-bac est efficace et donc qu'il oriente bien nos jeunes diplômés vers les diplômes et vers les postes surtout qui sont adaptés aux études que nos jeunes diplômés ont suivies. Mais c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants. Ouais, ce sont peut-être des résultats liés aussi à la quête de sens, finalement. Se dire finalement qu'on prend un autre aiguillage, peut-être pour se rapprocher d'autres domaines de prédilection, en tout cas, ou dans des domaines dans lesquels on se sent plus à l'aise ou sur lesquels on a envie d'explorer. C'est assez intéressant, en tout cas. Il y a aussi une différence entre les Américains et les Français sur un autre aspect, c'est la mise en avant. Alors, d'un côté, la priorité des Américains pour la mise en avant c'est l'expérience qui est mise en avant, excusez-moi, c'est l'expérience qui est mise en avant par les Américains pour accéder à un premier emploi. Donc, ils pensent que c'est vraiment l'expérience qui est fondamentale pour rentrer en entreprise. Alors que les jeunes Français pensent à 30% que les soft skills
sont un vrai plus pour attirer l'attention des recruteurs. Alors, je ne l'ai pas mis dans cette slide-là, mais c'est vrai que c'est aussi un chiffre qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, mine de rien, le marché du travail évolue et on ne recrute plus, enfin pas que, mais en tout cas, on ne recrute plus que des personnes qui vont être compétentes sur un poste donné. Il faut aussi voir un petit peu après et un petit peu dans le futur sur, par exemple, quelqu'un qui aurait de la créativité qui serait décuplée. Pourquoi pas, cette personne-là sera bonne dans un métier, mais pourra aussi évoluer dans d'autres métiers. Donc, je pense que là, il y a une vraie prise en compte des jeunes Français sur l'aspect soft skills qui est maintenant fondamental. Et par exemple, un exemple client chez iCIMS où c'est Ubisoft qui met en avant les soft skills de ses alternants et de ses stagiaires grâce à de l'entretien vidéo différé. En fait, on voit grâce à des questions qui sont posées très précises, si cette personne-là est un peu plus curieuse, un peu plus persévérante, qui a une capacité de négociation qui est plus importante. Donc, il y a des choses comme ça qui sont possibles pour pouvoir déceler en fait les soft skills de nos jeunes diplômés et les personnes qui rentreront bientôt dans les entreprises de l'Hexagone. Et d'où l'importance de l'évaluation des soft skills pour identifier les potentiels des candidats et des jeunes arrivants en entreprise au-delà du diplôme acquis. C'est ça, et ne pas se baser que sur le CV, évidemment, mais aussi de se baser sur les soft skills et peut-être de mettre peut-être en complément ces soft skills personnels, ce qu'on pense être les plus importants pour rentrer dans une entreprise, parce que peut-être que dans une entreprise, un soft skills qu'on a va être plus important qu'un autre. Selon les entreprises, ça peut être des choses à mettre en avant également. Voilà. Dommage, je propose de poursuivre l'analyse de l'étude avec le prochain slide sur les attentes qui ont évolué. Est-ce que tu peux nous apporter des commentaires sur le sujet ? Alors, juste pour vous rassurer, on a évidemment dans cette étude la partie salaire qu'on abordera un petit peu plus tard. Le salaire est toujours dans le top 3 de toute façon sur le podium des attentes pour postuler dans une entreprise. Mais on s'est également intéressé aux autres aspects les plus importants pour postuler dans une entreprise. Et comme on le disait tout à l'heure, le sens et les missions et devant et sur le podium en première position des aspects les plus importants pour les jeunes pour postuler dans une entreprise, suivi par le fait de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important et qui est en lien avec notre point précédent avec les soft skills, parce qu'en fait, grâce aux soft skills, on peut évoluer dans les entreprises. Et ensuite, les avantages et les bénéfices offerts par les dites entreprises, RTT, mutuelle et salles de sport. C'est devant la flexibilité des heures de travail, c'est devant la réputation d'entreprise, la culture d'entreprise, ou toutes ces notions-là. Mais c'est intéressant comme données. Juste pour revenir sur le sens du travail et les missions, donc elles sont ex aequo, elles sont à 31% tous les deux, donc on les a regroupées. Peut-être qu'on aurait dû même les mettre ensemble, parce qu'en fait, le sens du travail, les missions, je pense que c'est quand même très imbriqué, très lié. Il y a juste une petite différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, alors les jeunes femmes en tout cas, mettent plutôt l'accent sur les missions à 33%, alors que les hommes, c'est plutôt le sens. Il y a cette différence-là que je voulais faire ressortir dans l'étude, mais c'est assez intéressant de voir que oui, en effet, sur toutes les études qu'on peut lire en ce moment, je pense que Philippe, tu pourras que confirmer cette partie-là, mais j'ai lu les études de Indeed, les études de Monster, enfin le sens et la quête de sens et l'émission sont vraiment au centre des attentes des jeunes diplômés, mais pas que. Les autres salariés qui potentiellement voudraient changer de mission, de job ou d'entreprise, en fait, le sens et les missions ressortent sur toutes les études. Donc, c'est vraiment l'élément clé pour attirer les jeunes talents.
Et c'est un élément, pour moi, fondamental pour les entreprises, pour attirer ces jeunes. La question du pourquoi, en fait. Le pourquoi ce jeune devrait intégrer mon entreprise, mais aussi en quoi l'offre que je propose à ce jeune va être intéressante pour moi, mais pour lui également. On peut plus ne plus apporter de sens au poste qu'on va proposer. Les jeunes ont vraiment besoin de connaître l'impact qu'ils vont avoir avec le poste qu'ils vont occuper dans le futur. C'est quelque chose de très... C'est important, effectivement, et quelque part assez rassurant que finalement ces jeunes candidats se posent de questions sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans le monde du travail, et puis finalement savoir comment ils vont évoluer finalement dans ce nouveau monde. Ça paraît assez important. Alors c'est vrai qu'avec la crise Covid-19, cette question s'est un peu élargie à l'ensemble des travailleurs et des employés pour savoir finalement quel est le sens des missions et qu'est-ce que je peux apporter finalement à travers cette vie professionnelle. C'est finalement une question qui s'est élargie avec la crise Covid-19. Oui, tout à fait. Et puis je pense que un grand nombre de salariés ont aussi été mis en chômage partiel pendant la crise du Covid. Et en fait, je pense qu'il y en a un certain nombre qui se sont dit, si mon poste peut être mis en chômage partiel un peu du jour au lendemain, quel est le sens de mon poste dans l'entreprise, en fait. Alors, on tournait évidemment au ralenti, mais voilà, il y a quelque chose qui a enfin, le Covid a permis cette question. Et peut-être juste pour conclure sur le sens, c'est souvent mis en avant. Alors là, moi qui suis en marketing, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant par le marketing, le sens, les valeurs de l'entreprise. Mais il ne faut pas que ce soit que l'apanage du marketing, en fait. C'est quelque chose qui doit être global à toute l'entreprise. Alors évidemment, la personne prioritaire, c'est le chef d'entreprise, le CEO, qui doit porter les valeurs et le sens de l'entreprise. Mais les RH et les personnes en recrutement, les professionnels du recrutement et de l'acquisition de talent ont également ce sens et les valeurs de l'entreprise au cœur de leur engagement. Mais il faut également impliquer les managers qui vont rencontrer ces jeunes, qui vont proposer et vendre l'entreprise. Il faut que, en fait, ce qu'on vend, par exemple sur les sites carrières, sur les annonces de postes, quand le jeune diplômé va rencontrer un manager, il faut que ces sens et ces valeurs transpirent et soient portés également par les managers, parce que c'est fondamental, en fait, d'avoir une action cohérente tout le long du parcours de recrutement de ces jeunes talents. Ça marche, Thomas. Je propose d'avancer un peu sur la présentation de l'étude avec la prochaine slide, parce qu'on a encore quelques-unes à présenter qui sont également très, très intéressantes. Alors là, on va essayer de découper l'exercice difficile les jeunes et les plus fidèles entre les différentes générations. Alors, comment on peut répartir les différents segments ? Alors déjà, oui, c'est vrai que tu as raison. En fait, on parle tous de baby boomers, de la Gen X, la Gen Z, les millennials, donc la Gen Y. Faisons un petit point avant de regarder. Donc les baby boomers, pour être très simple, c'est en gros les personnes de plus de 60 ans, donc toutes les personnes qui sont nées avant 1964. La Gen X, grossièrement, alors selon les études, ça change un petit peu, selon les sites et les ressources, ça change un petit peu, mais disons que c'est les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, donc nées entre 65 et à les fins des années 70, début des années 80. Les millennials, donc la Gen Y, ce sont les personnes qui sont nées début des années 80 jusqu'à milieu des années 90. Et la Gen Z, donc celle qui nous intéresse particulièrement,
Donc, c'est tous les jeunes qui sont nés juste après 97-98. Quoi. Ouais, merci Thomas pour ce rafraîchissement, parce que quand on démarre, ne serait-ce qu'à la génération X, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé après. Donc, merci pour c'est vrai. cet update. Et donc après la Gen Z, il y aura la génération Alpha. Enfin voilà, il y a tout un des générations là qui sont en cours et qui vont continuer alors pas tout de suite, mais à arriver sur le marché du travail dans quelques années. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que en fait ces chiffres nous ont assez étonnés. Parce qu'on a toujours l'impression que les baby boomers, la Gen X, sont restés un petit peu plus longtemps dans l'entreprise. On a tous les exemples de personnes qui ont fait toute leur carrière dans la même entreprise. Alors, je vous rassure, à mon avis, il y en aura toujours. Mais en tout cas, on a l'impression que là, dans les chiffres en tout cas, que la Gen Z a envie de s'intégrer dans un projet qui est vraiment sur du long terme. Donc, ils sont plus enclins à rester un petit peu plus dans l'entreprise. Un quart des jeunes diplômés disent même rechercher une entreprise dans laquelle ils pourront faire une carrière longue. Donc, c'est assez positif pour les entreprises parce qu'en fait, ça va permettre également aux entreprises d'investir un peu plus dans ces jeunes. Parce qu'en fait, s'ils ont le sentiment que ces jeunes veulent rester et avoir de l'impact dans l'entreprise, en fait, l'entreprise investira un petit peu plus, potentiellement, à les faire évoluer, à avoir plus de formation, à rester un peu plus dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très, très important. 29% d'ailleurs des jeunes ne postuleront d'ailleurs que dans des entreprises s'ils perçoivent les perspectives d'évolution. Donc ça, c'est aussi un chiffre à mettre en avant sur cette partie fidélité, car ils veulent bien être loyaux, mais c'est une loyauté qui est conditionnée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir. C'est en gros, est-ce que je peux rester dans cette entreprise s'il y a des mobilités, s'il y a des perspectives d'évolution interne. Ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment, mais alors partout. On l'a vu d'ailleurs précédemment, c'est le 3e critère pour postuler dans une entreprise. 29% doivent percevoir les possibilités d'évolution dans l'entreprise pour postuler. Donc, en gros, c'est une loyauté, oui, à coup sûr, parce que 91% de la génération Z se soucient du temps qu'ils vont rester dans une entreprise, mais il faut qu'ils puissent voir en fait qu'il y a une possibilité d'évoluer. Voilà, c'est important, c'est un peu rassurant quand même pour les entreprises de se rendre compte que finalement, il est possible de fidéliser ceux qu'on vient de recruter. Voilà, maintenant, j'imagine naturellement qu'il faut activer certains leviers pour conserver cette confiance sur le long terme. Ça, t'as raison. Et en plus, ça peut être aussi un enjeu vraiment très important donc pour attirer, mais pour fidéliser donc tous ces jeunes. Et il faut également communiquer en fait sur des réussites de mobilité interne. Par exemple, le meilleur moyen pour communiquer sur des réussites de mobilité interne, ça va être votre site carrière, ça va être même pourquoi pas directement dans vos job descriptions, dans vos offres d'emploi. Pourquoi pas intégrer une vidéo d'un collaborateur qui, après 2 ans, a évolué dans l'entreprise et puis où il peut parler en fait de son expérience directement. Et en fait, ils ont besoin d'avoir des preuves. En fait, la Gen Z a besoin d'avoir des preuves très factuelles et des vidéos de collaborateurs qui ont pu évoluer dans l'entreprise. Ça peut être un canal très important. Donc, avoir une communication claire sur des réussites d'entreprise interne, de mobilité interne, c'est vraiment quelque chose qui peut être un vrai plus pour améliorer la rétention des talents au sein de l'entreprise. Alors Thomas, je te propose de passer sur le prochain slide sur la dimension de la flexibilité. Alors, on a bien compris que du coup, c'était quand même un levier très intéressant à la fois pour attirer et pour fidéliser les jeunes collaborateurs. Oui, tout à fait. En fait, alors, le télétravail en tant que tel, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Il y en avait déjà avant le Covid.
On peut penser à tous les commerciaux, itinérants qui sont en télétravail, en fait, mine de rien, hein, et ça existait déjà avant. Par contre, ce qui a changé, c'est que les candidats regardent maintenant si les entreprises proposent à minima du télétravail. Il y avait une récente étude de l'Institut Sapiens qui montrait également qu'en fait, le Covid permettait une hausse de productivité de 22%. C'est la fourchette la plus basse, donc 22% de productivité, donc c'est assez intéressant. Mais aujourd'hui, c'est l'un des critères, quand on parle de flexibilité du travail, c'est un des critères en fait, le télétravail. 6 jeunes diplômés sur 10 aimeraient que leur futur employeur permette de faire du télétravail. Alors, il faut bien prendre en compte que du télétravail, oui, mais les jeunes n'en veulent pas à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant. Il n'y a que 8% des jeunes qui attendent du full remote, donc du 100% télétravail. Dans une étude précédente, donc celle qu'on avait publiée en 2021, ils étaient 64% à vouloir du télétravail, mais avec une majorité de jours au bureau. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils veulent du télétravail, mais aussi venir au boulot, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que pendant presque un an et demi, ils n'ont vu personne, en fait. Donc, et c'est aussi un aspect très important quand on débute une carrière, c'est de connaître tous ces petits points qu'on n'apprend pas en fait à distance. La relation avec son manager, la relation avec ses collègues n'est pas pareil quand on est à distance et quand on est en télétravail, quand on est en présentiel et en télétravail, pardon. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Du télétravail, oui, mais pas à 100%. Ils veulent vraiment un modèle hybride. Ils veulent le meilleur des deux mondes, tout simplement. Ils veulent pouvoir avoir le télétravail pour être flexible, mais ils veulent pouvoir également venir au bureau pour avoir et pour continuer les interactions très importantes et fondamentales quand on arrive dans l'entreprise. Voilà, Thomas, le mot est lâché, le travail hybride, effectivement, c'est le nouveau monde de l'organisation du travail. Et quelque part, c'est un peu rassurant quand même pour les entreprises de se dire que les nouveaux recrutés, les jeunes diplômés veulent venir un peu au bureau. Les entreprises vont dire naturellement c'est important pour la culture d'entreprise et finalement pour fidéliser finalement ces nouveaux collaborateurs. Ouais, je suis d'accord, c'est un élément vraiment important pour fidéliser et puis pour offrir de la flexibilité, parce qu'en fait, je pense qu'aucune entreprise, alors peut-être Tesla qui a récemment fait un bond en arrière ou on va dire un retour en arrière en tout cas en disant à ses salariés de revenir à 100% en full présentiel. Je pense qu'en fait, aucune entreprise ne veut perdre ses talents à cause d'un critère d'organisation où on a vu qu'en fait le télétravail fonctionnait dans la majorité des entreprises, et donc les jeunes veulent pouvoir bénéficier de ce nouvel avantage pour intégrer les entreprises. C'est assez important en effet, comme tu l'as dit. Ouais. Ouais, on voit bien effectivement que les entreprises, c'est un peu nouveau pour les entreprises aussi, cette dimension d'organisation de travail hybride. On peut comprendre que le curseur ne soit pas encore perfectible ou en tout cas bien positionné, et il faut réguler les pratiques de télétravail. On peut imaginer. Bon, ces 8% de jeunes diplômés, on peut imaginer aussi que ça dépend aussi des diplômes qu'ils ont obtenus. On voit très bien, par exemple, dans le secteur du numérique, où les développeurs peuvent très bien vivre en full remote sans que ça ne perturbe leur performance et leur mode de vie. Donc bon, ça c'est resté des populations très ciblées, mais on peut imaginer que effectivement c'est un certain segment de population de jeunes diplômés finalement ressentent bien cette dimension de full remote. Ouais, tu as raison, et il y a un autre aspect également dont on n'a pas parlé, mais c'est que
Alors, on pourrait d'ailleurs rebondir sur ton exemple des personnes dans l'IT. Comment est-ce qu'on onboard efficacement ces personnes qui sont en télétravail à distance? C'est quand même une vraie question stratégique pour les entreprises parce que quand il y a une guerre des talents, quand il y a une guerre des talents sur des postes en tension, l'onboarding et l'arrivée dans une entreprise est quand même fondamental. Donc, il faut aussi être capable de s'outiller pour faire de l'onboarding à distance et pouvoir communiquer de manière simplement, rapidement avec ces personnes qui sont à distance. Et donc, c'est un vrai enjeu aussi pour les entreprises. Thomas, je te propose d'avancer sur Ouais. l'étude. On a encore quelques slides et il nous reste une dizaine de minutes, donc ça va aller très vite. On va aborder la partie Je vais salaire qui faire est naturellement importante, Ouais, tout à fait. voire stratégique, surtout en l'état actuel. Ouais, tout à fait. Donc, le salaire moyen attendu à la sortie des études, donc c'est 33 408 euros, alors très exactement. Donc ça, le salaire, hein, on le disait, c'est un top 3 de toute façon depuis de nombreuses années. Il y a une petite progression depuis 2021. En 2021, ils attendaient plus 31 500 euros, donc ils attendent un petit peu plus que l'année précédente. Et près de un jeune sur deux s'attend à gagner plus de 30 000 euros. Donc ce sont des chiffres bruts, hein, évidemment. Et il y a un fait qui est intéressant, mais qui est un peu triste, il faut le dire, c'est la différence de salaire attendu entre les hommes et les femmes. Les hommes s'attendent à gagner un petit peu plus de 35 000 euros, les femmes s'attendent à gagner un petit peu plus de 30 000 euros. Donc il y a un gap de 5 000 euros entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est quelque chose que où les entreprises peuvent avoir un réel impact, en fait, parce que certaines femmes se sous-estiment, ne vont pas forcément à la négociation salariale, alors que je pense que toutes les entreprises s'attendent à ce qu'il y ait de la négociation dans des salaires. Donc le seul conseil qu'on peut donner, c'est que il faut réussir à combler ce gap entre les attentes des jeunes diplômés hommes et les jeunes diplômés femmes. C'est un gap qu'on observe également aux US, qui est d'ailleurs un petit peu plus important. Alors, on n'est pas sur les mêmes chiffres, hein, aux US, on est aux alentours de 10 000 $ de différence entre les hommes et les femmes. Après, on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur pour les salaires, donc prenons un petit peu de recul sur ces chiffres-là. Mais oui, c'est quelque chose qui est… Là, Thomas, on parle bien du Focus France, hein, du coup, ce salaire. On parle bien du Focus France, tout à fait. On parle bien du Focus France, mais je voulais juste le mettre en parallèle avec ce qu'il se passe également aux US, où voilà, il y a 10 000 $ de différence entre les hommes et les femmes. Ouais, alors souvent les questions qui reviennent à ce sujet, c'est sur les attentes salariales. Les attentes salariales, ça concerne quel diplôme? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir différents niveaux en fonction du diplôme acquis, non? Ouais, c'est ça. Alors en fait, là on prend vraiment des chiffres globaux. Donc ça peut être des diplômés à bac+5 et des personnes qui sont sorties après post-bac. Donc ça écrase un petit peu les données, mais c'est des chiffres globaux sur tout diplôme confondu et à niveau de diplôme confondu. Il faudrait qu'on puisse vous partager également les chiffres selon les diplômes. Mais là, on a vraiment voulu faire le focus sur cette génération-là, nonobstant le niveau d'études des jeunes. Alors, ouais. Non, c'est vrai que les attentes salariales entre les femmes et les hommes, c'est assez impressionnant, c'est assez intriguant d'ailleurs quelque part. Voilà, j'aurais bien voulu qu'on commente davantage sur ce petit focus sur les crypto-monnaies, hein, un jeune sur 5 qui accepte de recevoir une prime en Bitcoin, quoi, grosso modo. Hein, on va dire que c'est probablement ce genre de récompense nouvelle génération que l'on attend. Sauf qu'en l'état actuel, c'est un peu le fun fact. Voilà. En l'état actuel, c'est un peu compliqué en France, ne serait-ce que pour la régulation. Et il y a encore un large spectre de sensibilisation à faire sur le sujet.
entre la Et je ne sais régulation d'ailleurs et pas les… si des entreprises françaises le proposent actuellement. Ça c'est quelque chose Alors, il faudrait se que je ne tourner connais pas. plutôt vers les startups spécialisées dans les Ouais, cryptos de type Ledger ou des trucs comme ça. Je pense qu'ils auraient un point de vue assez intéressant sur le sujet, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir développer ce sujet, mais ça pourrait être tout à potentiellement fait. un prochain sujet intéressant à suivre. Thomas, je te propose Exactement. de dérouler toujours l'étude parce qu'il nous reste Ouais. 8 minutes. On a encore quelques Alors slides, donc on va essayer d'aller vite. ouais, je vais faire très Euh, vite. alors, postuler une démarche qui évolue concrètement, qu'est-ce qui ressort de ce slide? Bah, ce qui ressort, c'est que le réseau, en fait, vraiment le réseau pur et dur, enfin, est de plus en plus consulté. Alors que ce soit via LinkedIn, que ce soit via ces relations alors amicales plus un, on va dire. C'est vraiment le réseau qui est mis au cœur de la façon de s'informer sur l'entreprise. Il n'y a pas de choses nouvelles en tant que telles. Vraiment, la seule chose qu'on peut mettre un petit peu en avant, c'est la différence entre les hommes et les femmes sur le comment ils se renseignent sur l'entreprise. Les femmes ont tendance à se renseigner plus sur le site carrière. Les hommes ont tendance plus à se renseigner sur LinkedIn. Il y a peut-être quelque chose à faire, par exemple, sur les entreprises qui veulent attirer plus de femmes, avoir un site carrière qui soit bien développé, qui mette en avant les informations clés sur les postes qui sont à pourvoir. Et en fait, ça attirera peut-être un petit peu plus l'attention des jeunes diplômés femmes, notamment. Ça peut être quelque chose qui est très mis en avant. Il faut également prendre en compte que la Gen Z valorise énormément les avis des autres, en fait. C'est quelque chose qui ressort tout le temps. Ils regardent les classements, ils regardent les avis, un peu comme quand on va au restaurant, on regarde en fait le classement du restaurant, on regarde les avis. Ils demandent l'avis à leur réseau sur l'entreprise pour laquelle ils peuvent postuler, et ils visionnent des témoignages vidéo. Ça, c'est un peu les trois critères très importants pour s'informer sur l'entreprise. Euh, En gros, je reprends l'une des phrases de la Global Head of Talent de AXA qui disait, en fait, on consomme comme on postule. Et ben, c'est exactement ça, en fait. La Gen Z fait exactement cette façon de postuler. Elle est exactement là-dedans. Ouais, donc effectivement, il y a quand même aussi une certaine dimension multisource quelque part qui apparaît quand on postule quelque Ouais. part. On regarde vraiment les différentes sources sur Internet pour se faire finalement une idée de l'endroit où l'on postule. Ouais, tout à fait. Je Dommage, je passe très propose. vite sur cette slide, étant donné que Oui, le tout à temps. fait. Ouais. Ouais. Je propose de passer sur le dernier slide d'analyse de l'étude, le futur du travail. Alors Thomas, qu'est-ce qu'on Ouais. peut dire sur ce sujet? Le futur du travail, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, hein. C'est la quête de sens, le partage des valeurs fondamentales entre la Gen Z et l'entreprise. Il faut maintenant que les entreprises montrent à quel point elles sont engagées, elles ont des engagements. Mais par contre, il faut qu'elles le montrent de façon authentique. Le discours marketing, le discours très communication ne fonctionne plus avec la Gen Z. Il faut que ce soit vraiment des discours qui soient authentiques, transparents, hein. C'est des mots qui reviennent souvent dans les études. Et donc, voilà, 2 tiers des candidats affirment qu'il faut qu'ils partagent vraiment les valeurs fondamentales d'une entreprise pour y postuler. Et même, il y a 78% des jeunes qui n'accepteraient pas un poste qui n'a pas de sens pour eux. Donc voilà, toutes ces choses sont imbriquées, en fait, les valeurs, les missions, la quête, enfin toutes ces choses-là sont vraiment très importantes pour cette génération-là. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et on voit parfaitement l'importance de la marque employeur et de la communication à ce sujet pour attirer l'attention des jeunes, ce qui n'est pas toujours évident Ouais, en fonction des secteurs d'activité des entreprises. ouais, tout à fait. Thomas, je propose, on va y arriver, On va y arriver. il nous reste 2 slides qui sont quand même importantes sur les conseils d'Asims pour attirer et recruter les jeunes diplômés. Quels sont les principaux points que tu souhaites souligner?
Ouais, alors on a fait ressortir trois tips qui nous paraissent fondamentaux, nous, chez iCIMS. Donc, bah, on en parlait juste avant, le fait de parler avec authenticité et alors, aux jeunes en tout cas, et de montrer ses engagements. Alors, montrer ses engagements, donc ça peut passer par de la vidéo, ça peut passer par également des engagements qui sont sur le site carrière, par exemple. C'est un des premiers canaux de renseignement des jeunes, donc il faut pouvoir montrer cette partie-là. Un des tips également qu'on met en avant, c'est le fait de rendre plus facile et plus rapide le processus de candidature. Il faut bien se rendre compte que c'est la Gen Z, elle est digital native, elle a vécu avec Deliveroo, elle a vécu avec Doctolib, elle a vécu avec Uber et Netflix, où en gros le fait de faire une action ne dure pas longtemps en fait. Donc il faut aussi que dans la façon de postuler, cette façon-là soit rapide et facile. Ils peuvent plus remplir des cases et des cases et des cases pour postuler dans les entreprises. Ça ne marche plus. C'est quelque chose que la Gen Z va vite évacuer si vous n'êtes pas adapté, si vous n'avez pas les solutions et les outils qui sont adaptés pour ça. La communication est aussi importante parce que quand un jeune a postulé chez vous mais qu'il n'est pas retenu, en fait, il faut pouvoir aussi continuer à communiquer avec cette personne-là parce que en fait, il avait peut-être pas forcément le profil adéquat à un instant T, mais il peut l'avoir plus tard. Donc en fait, le fait d'avoir des viviers de talent, par exemple, il y a quelque chose de très important pour continuer à communiquer de façon authentique et personnalisée. Donc là, il y a des outils qui permettent de faire du marketing de recrutement très massif, mais personnalisé également. Donc c'est quelque chose que je voulais montrer ce matin. Et créer des parcours de carrière. Alors ça, c'est vraiment un des points fondamentaux. C'est montrer que quand un jeune est entré dans l'entreprise, grâce à ses expériences, grâce à ses soft skills, en fait, il va pouvoir évoluer. Donc ça, vous, entreprise, avoir des outils qui vous permettent de visualiser ce que les jeunes ont et pourront faire plus tard. Des job boards internes et des outils de mobilité interne, c'est quelque chose de très important et qu'il faut montrer aux jeunes. Ouais, ce qui veut dire de manière tacite qu'il faut quand même que les entreprises remettent à plat leur processus de sélection pour le recrutement, pour dynamiser, stimuler la marque employeur. C'est important de remettre ça à plat. Stimuler la marque employeur, ça pourrait être un sujet de webinaire en tant que tel. Comment stimuler la marque employeur, comment la dynamiser, ça pourrait être vraiment un webinaire en tant que tel. Mais c'est vrai que c'est une des choses qu'il faut que les entreprises travaillent lors du processus de recrutement, en effet. Thomas, on va déborder un petit peu sur l'heure de webinaire, mais on arrive à la conclusion. Donc finalement, c'est bon, on est time to market. Exactement. Sur les principaux points à retenir, quels sont les éléments que tu voudrais souligner? Donc, quelques points très rapides. Donc, les jeunes retardent un petit peu leur entrée sur le marché du travail en ayant soit un diplôme en plus, soit en faisant des stages en plus. Que les compétences et l'expérience sont les choses que les jeunes reconnaissent comme fondamentales pour trouver un emploi aujourd'hui. Le sens et la flexibilité, vous l'entendrez sur toutes les études qui sont aujourd'hui, mais c'est un des points fondamentaux pour attirer la génération Z. La fidélité et loyauté, fidélité qui est conditionnée sur la partie d'évolution interne, et le bien-être au travail et l'alignement des valeurs qui sont les points fondamentaux. Voilà, le bien-être au travail, ça aussi, c'est un thème on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est un point effectivement qui mériterait aussi un focus important sur le sujet. Thomas, merci beaucoup pour l'analyse approfondie de cette étude iCIMS sur le recrutement des jeunes diplômés. Merci Philippe. Les participants qui ont laissé leur adresse email recevront du coup les éléments d'étude par email. L'ensemble des participants recevra. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à l'ensemble des participants. On a eu quelques soucis techniques au démarrage, mais j'espère que ça n'a pas trop dérangé
votre expérience de visionnage du webinaire. Je vous rappelle juste qu'il sera disponible en session de rattrapage sur la chaîne YouTube de RH Matin très prochainement. Il sera accompagné d'un article sur RH Matin pour vous rappeler la destination finale de ce replay. Thomas, merci beaucoup pour Merci Philippe. ce webinaire. Merci pour ton dynamisme. Et merci à tous nos participants. Maintenant. Merci Thomas pour cette session et à très bientôt et au prochain webinaire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.